questions. Juliette Tournant va venir nous parler. Je vais la laisser introduire le sujet, je ne vais rien déflorer. Juliette fait beaucoup de choses. Je vais forcément oublier des mots. Elle est conférencière, elle est formatrice, elle est coach. Elle travaille sur un sujet clé qui est, que j'ai envie d'appeler la confiance. Elle va utiliser d'autres mots et ce sera beaucoup plus ajusté, beaucoup plus adapté. Et elle va venir nous parler de la bienveillance. Alors le mot fait bizarre, c'est une partie de son champ d'activité. Elle a écrit des bouquins sur le sujet, autour de l'idée de stratégie de la bienveillance. Mais vous allez voir que le sujet en fait est autre, et il est dans le fil de la journée. Je vais en dire un peu plus sur Juliette. Juliette, je l'ai croisée il y a 15 ans, dans une ancienne vie. Je bossais dans un grand groupe, et elle était venue faire une intervention sur la coopération, sur la nécessité de considérer, au-delà de la négociation, de considérer que tous les sujets supposent de la coopération et que c'est compliqué à fonder la coopération. Que ce soit dans un grand groupe, parce qu'on a tous des intérêts divergents et surtout des peurs de faire, de ne pas faire et autres. Et donc, elle a déployé à ce moment-là un premier bouquin sur la stratégie de la bienveillance. Elle va vous parler indirectement de tout ça et de voir comment tout ça se déploie dans la vie d'entrepreneur. Si certains parallèles ne sont pas... Mon sujet, ma passion, tout à l'heure, c'était votre passion, était la sécurisation et la transmission des connaissances et des données de l'entreprise. La mienne, c'était et c'est toujours la coopération. Quand je suis arrivée en classe de seconde, j'avais fait plus d'établissements scolaires que d'années. Donc la question et avec beaucoup de villes différentes, etc., la question de la coopération, je la formulais pas du tout comme ça, mais elle s'était posée à moi année après année, voire en cours d'année, avec les gens de ma classe, les maîtresses, les profs, tout ce monde autour de moi qui aimait la continuité et qui me voyait toujours débouler la nouvelle, la dérangeante, Alors, quand arrivé en première année d'école de commerce, j'entends parler premier cours de psychosociologie des organisations. Le prof nous parle de l'expérience qui vient d'avoir lieu à l'Université du Michigan, très mal baptisé dilemme itératif du prisonnier. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Un tournoi sur la coopération dont il y a un gagnant et un gagnant à plat de couture. Moi, j'ai mon cœur qui bondit et je me dis, ça y est, je vais avoir la solution du prophète, la solution rationnelle, le comment susciter la coopération. Je vais savoir faire puisque maintenant j'ai une formule. Quelle n'est pas mon intense déception quand le prof referme le dossier pour dire « oui, mais ça ne marche pas dans la vraie vie ». Et il avait raison. De quoi s'agit-il pour ceux qui ne connaissent pas ce tournoi et pour qui ça va être plus facile que pour ceux qui le connaissent déjà? L'Université du Michigan, un professeur de sciences politiques de l'Université du Michigan, monte un tournoi informatique sur la question de la coopération. Il demande à 16 enseignants-chercheurs de produire un algorithme qui sera confronté aux algorithmes de tous les autres pour une espèce de pierre-feuille-ciseau simplifiée, puisqu'il n'y a pas pierre, feuille, ciseau, puis, mais qu'une seule alternative. Je coopère ou je ne coopère pas. À chaque fois que l'algorithme de l'un rencontrera celui des autres, chacun peut avoir joué « je coopère » ou « je ne coopère pas ». Au moment de produire leur algorithme, les compétiteurs savent que quand deux algorithmes se seront rencontrés
en ayant tous les deux coopéré, ils auront chacun 3 points. S'ils se sont rencontrés sans avoir coopéré, 1 point chacun. Ce qui représente la valeur ajoutée de la coopération mutuelle, que vous connaissez tous évidemment sur le terrain. Donc coopérer, c'est une valeur ajoutée, mais c'est aussi un risque, ce que nous savons dans la vie, et qui est matérialisé par le jeu, puisque si un coopère et pas l'autre, à votre avis, comment il distribue les points? 0,3 0 pour le coopérant, 5 pour celui qui a profité de la coopération de l'autre sans offrir la sienne. C'est pas moral, mais qu'est-ce que c'est réaliste? Et qu'est-ce que c'est intéressant? Parce que ça montre à quel point nous sommes tentés de refuser de coopérer pour profiter de l'autre. Donc à quel point il est dangereux de coopérer, puisqu'on est entouré de gens qui sont tentés de refuser leur coopération. Alors comment dans ce monde-là, comment jouer? Sur quel, en entendant François Brett tout à l'heure, je me disais, mais sur quel cap placer le faisceau de son discernement quand on est un entrepreneur et qu'on a besoin de la coopération, de compétences qu'on n'a pas, des institutions, d'une administration régalienne, de clients, de fournisseurs, de salariés, de soutien. Comment régler sa conduite pour susciter le plus de coopération possible, sachant que chacun, pour prendre ses décisions, est seul. Seul comme le joueur du tournoi. Chaque joueur, l'algorithme de chaque joueur était confronté à celui de tous les autres un très grand nombre de fois. Ce qui représente la vie où nous sommes en contact avec beaucoup de gens un très grand nombre de fois. Une première manche est lancée. 16 enseignants-chercheurs donc de l'Université du Michigan. Une partie viennent de sciences molles, d'autres de sciences dures, ont proposé chacun leur algorithme. Évidemment, beaucoup d'entre eux cherchent à attraper les 5 points de temps en temps, parce que c'est le plus gros gain à chaque échange. À l'issue d'un premier round, car il y aura un deuxième, on regarde les résultats. Il y a eu 150 000 échanges entre les 15-16 enseignants-chercheurs. Et le professeur de sciences politiques et son équipe sont surpris parce qu'il y a clairement 2 pelotons. Il y a un peloton des stratégies qui vont bien et puis celles qui vont mal. Alors ils se demandent quel est le critère qui crée cette différence tellement sensible. Alors ils cherchent, est-ce que c'est sciences dures, sciences molles, est-ce que c'est la longueur, la complexité des algorithmes, le langage informatique COBOL, Fortran qui signifie qu'on est plus ou moins au point? Rien de tout ça. Ce qui fait la différence, et en 79 au Michigan, c'était une grosse surprise, c'est que les stratégies du peloton de tête n'avaient jamais refusé leur coopération, les premières, ce qui signifie qu'elles avaient engagé le jeu en coopérant et qu'avant de jouer le refus de coopérer, elles attendaient d'en avoir essuyé au moins un de chacun des interlocuteurs. On regarde, et ces stratégies du coup du premier peloton sont dites bienveillantes. Ils les baptisent comme ça. On regarde qui est la gagnante, parce que c'est toujours intéressant, le gagnant. Et la gagnante était la stratégie la plus courte, la plus simple, le programme le plus simple de tous ceux qui ont été proposés. Et puis, il est russe. C'est un petit problème en 79, un peu comme aujourd'hui. Être un russe aux États-Unis en 79, on n'a pas envie d'en faire un vrai héros.
Et aussi, pour faire avancer l'état de l'art, le Michigan décide de lancer un deuxième round où là, il va élargir le spectre des joueurs. Il va y en avoir plus de 50 qui vont venir du monde entier, donc pas seulement de l'Université du Michigan, auxquels ils auront diffusé tous les résultats du premier round, toutes les synthèses. Donc les joueurs du deuxième round ont toute l'information, ça vous ferait plaisir, toute l'information qu'il faut pour proposer un algorithme gagnant au grand jeu des coopérations, où deux personnes qui coopèrent mutuellement gagnent plus que si elles restent toutes seules, mais où coopérer est un risque. Évidemment, pour tous les joueurs, un peu affûtés, tous les battants, tous les voulant gagner, il faut essayer de battre la petite stratégie vainqueur. C'est d'autant plus excitant qu'elle est très simple. Donc, essayer de faire mieux que cette simplicité est très excitant. Et pourtant, à l'issue, cette fois, de 1 million d'échanges, elle gagne encore. Le Michigan ne lancera pas un troisième round. Ça n'apporterait rien de plus, mais va tester la petite stratégie dans des crash tests, assise debout, couchée sous la neige, un bras dans le dos, de toutes les façons possibles et imaginables. Elle s'en sort toujours. Et pourtant, c'est vrai que si on plaque cet algorithme dans la vie, ça ne marche pas. D'où le fait qu'on referme le dossier, plus le fait que l'auteur était non seulement russe, mais en plus inscrit au Parti communiste américain. En plus, il s'en va à Toronto parce qu'il n'est pas d'accord avec la guerre au Vietnam. Enfin, il avait tout pour déplaire aux Américains. Mais moi j'aimerais bien quand même tirer un truc de ça, parce qu'il n'y a rien d'autre pour résoudre mon petit problème d'écolière, devenue un peu grande. Et puis aussi une question qui a été posée par un gros client Chanel au cabinet dans lequel je travaille. Et le cabinet a envoyé ses meilleurs limiers dans la prospection et a gagné au bluff un programme de formation pour les 754 de Bourgeois Chanel sur le thème de la coopération. Et il est sec. Alors, je me lance pour faire ce que j'avais rêvé de faire 20 ans plus tôt, qui est d'essayer de faire enfin parler cette stratégie. Pourquoi je veux la faire parler? Parce que comment réussit Anatole Rapoport? Quand c'est son nom. Et je pense que, donc là, on peut fermer le dossier. Il a gagné, on ferme le dossier. Et voilà, Anatole Rapoport, ce russe, comment gagne-t-il? Quand on regarde ses scores 2-2 avec chacun, il n'écrase personne. Il est soit à égalité, soit un petit peu en retrait. Comment fait-il donc pour gagner la partie? Il gagne parce qu'il est le meilleur à susciter des échanges de coopération qui durent. C'est lui qui centralise le plus de grosses parties 2-2. Et ça nous intéresse. Faire des grosses parties, être celui qui fait le plus de grosses parties ou beaucoup de grosses parties avec ses partenaires financiers, ses partenaires égaliens, ses partenaires commerciaux, ses partenaires clients. Enfin bon, tous les gens avec qui vous avez et nous avons besoin de coopérer. Donc, arriver à faire atterrir sur le terrain humain ce petit algorithme qui ne se plaque pas tel quel est devenu pour moi une priorité, d'autant plus que Anatole Rapoport, que fait-il pendant les 10 ans où il gagne le tournoi? Il est co-négociateur de la paix nucléaire entre les deux blocs soviétiques et américains. L'enjeu le plus grave de son temps. Et il a réussi, la réussite suprême selon Sun Tzu. Sun Tzu, la première pensée rationnelle sur l'art de la réussite, qui dit
La réussite suprême n'est pas de gagner 100% de ses combats, c'est de gagner sans combattre, de gagner sans verser de sang. Et ça, c'est bel et bien la rencontre de coopération, celle où l'un et l'autre gagnent à s'être rencontrés. Il réussit ça dans le jeu dans lequel je vais pouvoir lire peut-être quelque chose, et puis dans cet enjeu majeur. Donc voilà un homme, un grand guerrier de jadis selon Sun Tzu, ceux qui sont plus précieux au pays que ceux qui gagnent des batailles, même s'ils sont moins connus. Et en effet, Anatole Rapoport est beaucoup moins connu que Robert Axelrod, l'organisateur du tournoi, qui est devenu une star, mais sans avoir percé les secrets d'Anatole Rapoport. Pour ma part, je ne vous ferai pas le décodage de la stratégie de Rapoport, je vais vous en donner le résultat pour aller vite, pour essayer de respecter le timing. Sachez en tout cas que pour ceux qui connaissent cette stratégie, qui connaissent ce tournoi, ce que vous connaissez de Rapoport, c'est la gaine. C'est la gaine adaptée au tournoi informatique. Mais au centre des gaines, dans les cordes, il y a ce qu'on appelle l'âme. Et moi, c'est ça que je cherche. Quelle est l'âme depuis laquelle Anatole Rapoport a produit sa formule? Quelle est l'âme depuis laquelle, probablement la même, il a négocié la paix nucléaire? L'âme, vous la voyez ici. En tête des forces ou valeurs, vous savez que valeur, on utilise énormément ce mot. Valeur, ça vient de valeo en latin. Valeo, je vais bien. Ils finissent leurs lettres, valé, porte-toi bien. Les valeurs, c'est ce à quoi nous nous fions pour aller bien. Eh bien, la première qui apparaît dans son algorithme, c'est la bienveillance, qui avait été identifiée par le Michigan pour le peloton de tête, mais qu'ils ont complètement oublié au moment de récapituler. Deuxième force, la réciprocité. Alors attention, cette réciprocité, c'est pas si tu es sympa, je suis sympa, si tu me tapes, je te tape. C'est la réciprocité de bienveillance. C'est la bienveillance pour soi, dont Dominique Busseau nous a fait une démonstration absolument éblouissante, et aussi bienveillance pour l'autre que Dominique Busseau n'a pas floué, malgré ses promesses, je ne sais pas où il est encore là, malgré ses promesses fort audacieuses. Bienveillance pour soi et bienveillance pour les autres, pour l'autre et pour les autres. Car si vous n'êtes bienveillant que pour vous et un autre, alors vous risquez un accord corrompu qui va vous faire un monde tout petit. C'est vraiment la bienveillance réciproque de manière concentrique. Et puis, il y avait une troisième force. Moi, je cherchais simplement le système de force nécessaire et suffisante pour arriver à la formule de Rapoport et à elle seule qui gagne et qui gagne à coup sûr dans le grand jeu des rencontres. J'en trouve trois. La troisième, c'est la clarté. Cette stratégie toute simple était extrêmement claire. Alors aujourd'hui, vous avez beaucoup entendu ce mot de bienveillance. Moi, quand j'ai publié la stratégie de la bienveillance en 2007, c'était encore un mot de mamie et j'ai vraiment eu peur qu'on me traite de nitouche, de qui n'avait rien compris au monde, etc. Pas du tout, c'est parti. Maintenant, on peut en avoir un peu au-dessus de la tête de ce mot de bienveillance parce qu'il est utilisé le plus souvent associé au plus grand flou, voire à la plus grande malveillance quand on vous dit mais soyez un peu bienveillant, ce qui est vraiment une saloperie, à dire. Donc là, c'est vraiment comment je me déplace pour me trouver, à partir de ce qui dépend de moi, avec les données qui me sont servies par le grand jeu du monde. Comment je fais pour me placer au centre de bienveillance pour moi, mon entreprise, mon rôle, mes responsabilités, l'autre, mes collaborateurs, mes clients, mes fournisseurs, etc.
et clair. Tout ça pour ça. Intuitivement, on peut se dire oui, c'est vrai que si on est bienveillant pour soi, pour l'autre, les autres, et qu'en plus c'est clair, on risque de susciter davantage de coopération que si on est flou, si on est malveillant pour soi en se tapant sur la tête ou malveillant pour les autres. Il reste un hic. Que faire quand la place au centre de ses forces, elle n'existe pas? Il n'y a plus rien. En 1847, le colonel de cavalerie Jacob von Gorkum épouse sa Joséphine. Ils habitent dans les Flandres, une petite ville qui s'appelle Roermond, qui a été espagnole, donc catholique, est devenue hollandaise, donc protestante. Jacob et Joséphine se marient, ils sont heureux, tout va bien, jusqu'au jour où ils prennent conscience d'une chose qui pour eux est une catastrophe. Ils ne pourront pas être enterrés ensemble. Ils ne pourront pas être enterrés ensemble parce que, à la fin du XIXe siècle, dans le sud des Flandres, on ne peut pas enterrer une catholique et Joséphine est catholique en terre protestante, ni un protestant en terre catholique. Comment trouver le centre de ses forces dans cet enjeu qui, pour eux, est énorme? Faut-il lâcher la bienveillance pour leur projet? Somatiser, mourir plus vite, être plus vite séparé? Faut-il abandonner la bienveillance pour l'autre et partir en guerre, qui contre le curé, qui contre le pasteur? Faut-il se battre avec l'un qui dit laisse tomber, l'autre qui dit non, il faut qu'on y aille, et fin de la clarté limpide de leur couple si aimant? Voilà la solution de Jacob et Joséphine. Ils se sont fait enterrer de part et d'autre du mur du cimetière. Et on fait ériger ces deux stèles avec cette sculpture qui vous a fait immédiatement sourire. En réalité, cette solution est... Non, voilà, on peut avancer encore. Cette solution est parfaitement bienveillante pour l'un et l'autre, bienveillante pour les deux confessions, bienveillante donc pour toute la communauté de Roermond. Bienveillance et réciprocité sont en rendez-vous. Elle est parfaitement claire. Ils n'ont rien retranché aux trois forces d'Anatole Rapoport, de l'algorithme qui ont constitué l'algorithme de Rapoport. Ils en ont ajouté une quatrième qui est la force de la vie. Et la force de la vie, c'est la liberté d'innover. La liberté d'innover qui est assurée de réussir, pourvu qu'elle soit au service, en coopération, en réalité, avec l'alliance des trois premières forces. Cette image illustre les caractéristiques de la liberté d'innover stratégique. Première caractéristique, et il y en a parmi vous qui avaient eu le temps de se dire trop facile, il n'y avait qu'un mur entre les deux cimetières. Ah ouais, bien sûr. Sauf que ce mur, c'était tout le problème. Pour trouver cette solution, il a fallu que quelqu'un, eux, je ne sais pas, leurs enfants, le prêtre, le pasteur, quelqu'un d'autre, ait été capable de regarder le problème comme pouvant être partie de la solution. Que quelqu'un ait été capable de regarder le problème avec bienveillance, que quelqu'un ait été capable de tirer parti de l'originalité de la situation. Et là, je rejoins ce thème de la contextualisation dont nous parlait François Brett tout à l'heure. L'originalité de la situation, il faut coopérer avec elle pour qu'elle coopère avec nous.
Deuxième caractéristique de la liberté d'innover stratégique, c'est un changement de plan. Pour tout le monde, la sépulture commune, c'était sous terre. Eux, ils ont fait la leur en l'air. Peut-être même se sont-ils dit déjà dans le ciel. Troisième caractéristique, la liberté d'innover stratégique, celle qui permet de produire de la coopération là où on croyait qu'il n'y en avait pas de possible, produit très souvent des solutions qui sont encore meilleures que si le problème ne s'était pas posé. Pour les Van Gorkum, ils ont une sépulture qui est encore bien plus illustrative, bien plus belle, qui parle beaucoup mieux de leur amour que si on avait pu simplement les placer sous terre, sous la même pierre tombale. Voilà, alors merci. Un mot sur la bienveillance. Chacun d'entre vous a, c'est un mot du langage courant, chacun d'entre vous en a une définition personnelle, aime ou n'aime pas le mot. Voilà dans quel sens je l'entends ici. Bienveillance vient du latin benevolentia, bonne volonté. Il est donc permis et même recommandé de la vouloir. Certes, nous avons de la bienveillance spontanée, heureusement. C'est comme ça que nous faisons connaissance avec elle. Nous naissons avec une bienveillance spontanée. Mais il nous appartient, pour en faire une force stratégique, de la vouloir. Et puis, je sais aussi que l'enfer est pavé de bonnes intentions, donc la bonne volonté ne me suffit pas pour définir la bienveillance. Et là, je vais faire de la sémantique, qui est une discipline très chère à Anatole Rapoport. Bienveille. J'entends ces deux mots dans bienveillance. Et ce que je vous ai caché, c'est que je travaille aussi avec le sport de haut niveau. Via la stratégie de la bienveillance, je travaille avec le sport de haut niveau à l'Université de Bourgogne, que j'ai suivi tous les cours de mes étudiants, parce que ça m'intéressait beaucoup. Et que dit-on sur la veille en préparation mentale des athlètes de haut niveau? Alors, vous êtes des athlètes de haut niveau, vous êtes des athlètes de haut niveau de l'entrepreneuriat. Que dit-on de la veille? On dit de la veille que quand on est complètement engagé dans l'action, dans une descente à ski, sur un cours de tennis, ou même en jouant d'un instrument de musique, il n'est pas temps de penser. La pensée est avant, dans l'action, il faut se libérer. Or, la veille nous parle de l'opposition au sommeil. Donc il y a le sommeil, je dors, je me réveille, veille. Toute cette zone. Et puis, après la veille, vient l'action. Dans les sujets qui vous occupent en tant qu'entrepreneur, le sommeil, c'est rarement, enfin c'est bien sûr le sommeil biologique, mais c'est aussi l'ignorance d'un problème qui ne vous est pas encore connu ou qui n'a pas encore surgi. Or, quand vous prenez conscience d'un problème, quand vous vous éveillez à un problème, quel qu'il soit, là, ce qui vous arrive, c'est physiologique, vous n'y pouvez rien. C'est un shot d'adrénaline dans le cerveau reptilien qui met les alarmes rouges. Et le cerveau reptilien, son job, c'est de vous prévenir du mal et de vous aider à vous occuper du mal qui risque de venir. De sorte que dans l'ignorance d'un problème, le cerveau reptilien nous engage tous, et ça nous a sauvé la vie ainsi que celle de nos aïeux dans les moments graves, nous engage à porter toute notre attention au mal pour essayer d'y survivre. Sauf que cette pertinence-là ne vaut que si un camion fonce sur moi, ou si ma vie est réellement en jeu.
dans tous les soucis, les éveils difficiles que vous pouvez avoir, votre vie physiologique n'est pas en jeu. Donc le reptilien n'est pas pertinent. Pourtant, il se met en route. Vous n'y pouvez rien. Alors l'athlète de haut niveau apprend ce concept que du coup il peut convoquer mentalement quand il se sent. Alors il apprend aussi à repérer ces signaux. Quand un tennisman commence à se dire « oh là là, je serre moins bien que ma grand-mère », il sait qu'il est en train de veiller au mal, il est en train de se taper sur la tête. Bref. On apprend le concept du switch mental. Le switch mental consiste, alors même que j'ai tout mon esprit tourné vers ce qui est mal et que je me dis « quel imbécile je suis de me faire avoir par ces salauds », truc comme ça, mal pour eux, mal pour moi, de prendre conscience du fait que si tout est mal, c'est que c'est dans cette direction-là que je regarde. Alors, il faut être plus fort que saint Thomas qui ne croit que ce qu'il voit. Il faut oser croire à ce que je ne vois pas encore, pas du tout, pour avoir une chance de le voir. Le switch mental consiste à retourner son esprit de l'autre côté pour aller chercher ce que je ne vois pas encore et qui va mettre un point d'appui. Et c'est comme ça que vous créez 1836 à partir d'un désastre. C'est comme ça que Anatole Rapoport est devenu un scientifique de la paix, un biomathématicien de génie à partir d'un désastre, puisqu'il était lui-même pianiste, envoyé à Vienne, l'Académie de musique de Vienne. Il était juif, on était dans les années 30. Fin de sa carrière musicale. Mais c'est ça qui lui a donné l'élan d'arriver à ce qu'il voulait faire vraiment. Alors, ça peut être moins tragique, bien sûr, mais je vais regarder qu'est-ce qui est bien le mur du cimetière qui nous casse les pieds parce qu'il nous empêche d'être enterrés ensemble. En quoi? C'est notre chance. Alors, je rejoins une veille d'une autre nature qui est la bienveillance. Et si le moment de l'action n'est pas le moment de la veille, en revanche, il y a une relation étroite entre la qualité de la veille et la qualité de l'action, puisque l'action est le reflet de la veille. Ce qui fait que quand j'accompagne mes clients, je les accompagne essentiellement à ce switch. Pour que quand ils entreront dans l'action, et on ne sera plus ensemble, par définition, votre action, elle ne se passe pas au moment où vous êtes avec un coach, leur esprit soit tourné en mode bien veille, de telle sorte que les bosses de la pente, ils les épousent spontanément. Et qui me rappelle après en me disant ça s'est pas du tout passé comme on avait prévu, parce qu'évidemment on essayait de prévoir, mais alors ça s'est super bien passé. Et là, je sais que j'ai fait mon boulot. Ils sont entrés dans l'action en bienveille et ont trouvé la coopération des gens dont ils cherchaient la coopération ou de quelqu'un d'autre qui ne demandait qu'à tendre la main, et pas la personne espérée, mais quelqu'un d'autre, autre chose. La coopération des événements, du hasard, etc. Vous savez faire le switch mental. Quand vous croisez un gros camion, la première fois que vous avez eu un volant entre les mains, avec un grand frère, une grande sœur, un moniteur, quelqu'un à côté de vous, en tout cas, vous, je ne sais pas, sûrement pas, mais moi, en tout cas, la première fois, j'ai regardé le camion et j'ai dit « Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais ?» Et on m'a répondu « Regarde la route ». Ce qui ne m'était pas naturel. Mais à force, maintenant, il faut toujours que j'y pense, mais je le fais plus facilement. Alors, entraînez-vous. Entraînez-vous à switcher sur des petites choses. Entraînez-vous à switcher avec les gens qui ne vous font pas peur. Entraînez-vous à switcher dans les situations qui vous semblent avec des petits enjeux pour voir comment ça fonctionne. Anatole Rapoport n'a pas gagné la coopération de tous les joueurs.
tout le temps. Mais c'est celui qui a gagné le plus de coopération du plus grand nombre de joueurs. Est-ce que j'ai le temps de raconter une petite... Oui. Alors, la voie fluide de la réussite telle que je la propose, c'est tout à l'heure à nouveau, on ne peut pas tout prévoir, on prévoit autant qu'on peut, mais on est surpris, c'est aussi la beauté de la vie. En revanche, il y a une chose qui peut nous aider à nous remettre en selle, parce que cette croisée de force, vous y avez déjà été tous, sinon vous n'y seriez pas là. Je suis simplement venue vous donner les coordonnées du courant dans lequel vous étiez à chaque fois que vous avez réussi, pour que quand vous vous demandez pourquoi ça coince, vous sachiez dans quelle direction vous dirigez pour le retrouver. La voie fluide de la réussite consiste à chercher cette croisée de force avec un tel, jusqu'au moment où vous vous retournez et tel un navigateur, vous pouvez vous dire que vous avez fait une belle trajectoire, pas une ligne droite. La vie, c'est pas la ligne droite. Ce serait, je ne sais pas ce que ce serait, mais je sais pas. Ce serait ennuyeux et ce serait, oui. Donc chacun sa trajectoire. L'enjeu, c'est de faire une belle trajectoire, en sachant que de temps en temps, bien sûr, on sort du truc. Mais je trouve infiniment précieux de savoir vers quel cap se diriger quand ça ne marche plus. Est-ce que c'est la bienveillance pour moi que j'ai lâchée ? Est-ce que je me suis tapé sur la tête ? Est-ce que je dis un peu trop souvent, je posais une question idiote, non mais je ne sais pas faire, etc. Est-ce que c'est vis-à-vis des autres ou de l'autre que je suis, en le sachant ou sans m'en être rendu compte? Est-ce que je manque de clarté? Je manque de clarté si, je n'ose pas utiliser le pronom « je » et qu'à la place, je mets « on ». Parce que si je vous dis « on ne range jamais rien dans cette maison », de qui je parle? De tout le monde sauf moi. Mais si je dis « on sait bien que… », de qui je parle? De moi. Donc si j'utilise le même pronom pour dire tout le monde sauf moi et moi-même, je ne peux pas être comprise. Et si je dis on a décidé, ou une décision a été prise, comme M. Hollande aimait beaucoup le dire, grand flou, je ne suis pas claire. Qui? Le mot acteur a une cote de dingue. C'est peut-être le résultat des Oscars et des Césars. Mais moi, le mot acteur, il ne me va pas pour la coopération. L'acteur dit un texte écrit par un autre. Pour susciter la coopération, pour être un athlète de la coopération, pour conduire votre entreprise dans le courant, le maître jus, dit-on en navigation, dans le maître jus des coopérations, il faut changer une lettre à ce mot d'acteur. Il faut être auteur. Il faut que ça vienne de vous. Il faut être auteur et rendre autour de vous au maximum les rangs auteurs aussi. Encore, on va avancer un peu vite, je ne sais pas combien de temps. Alors ça, oui, top. Des questions. Bon. Merci. Alors pourquoi je vous montre le chou romanesco? Parce que c'est un objet complexe. Et la coopération, c'est une chose complexe. Un objet complexe se définit par un motif dit motif fractal. Mes 4 forces sont un motif fractal de la coopération. Ça peut marcher pour définir l'orientation de l'entreprise, comme pour choisir comment parler d'un sujet délicat avec un collaborateur, un client, un fournisseur.
C'est le même modèle, c'est le même motif qui va apporter, vous mettre en position, pour ce qui dépend de vous, d'obtenir la coopération de votre entourage. Et maintenant, oui, en effet, je voudrais vous parler de cette femme qui m'a appelée en 2007, juste après la sortie de la stratégie de la bienveillance. Elle vit toujours sur le Cosméjean. Le Cosméjean, c'est de la lande, c'est aussi des chardons, ce sont des paysages magnifiques, mais de marcheurs, ce sont des vautours, ce sont des chevaux préhistoriques et ce sont des brebis. Florence Pralon, qui m'autorise à raconter son histoire, ce que je fais d'ailleurs dans le livre de la stratégie de la bienveillance, avait rejoint ce pays en venant de Roanne parce qu'elle épousait un éleveur de brebis. Arrivée là, elle se dit, je ne vais pas rester à me tourner les pouces, mais que faire? Elle voit sa belle-mère mouler des fromages, décide de monter une fromagerie, monte sa fromagerie et 10 ou 15 ans plus tard a une fromagerie de lait de brebis cru qui tourne, et puis catastrophe, les fromages se mettent à devenir tout bleus. Puis d'un pas beau bleu, pas le beau bleu qui fait bleu de Brest, etc. Elle surnage à grand-peine. Elle aurait dû fermer boutique, mais elle voulait faire quelque chose de ses 10 doigts et elle s'était attachée à cette terre où elle voulait être utile. Elle s'était aussi attachée à ses salariés. Elle m'appelle en me disant, je viens de lire votre livre et je voudrais savoir, je voudrais redresser mon entreprise sur cette base-là. Sa première difficulté a été avec... alors d'abord, il a fallu qu'elle trouve... Mais elle venait de trouver, quand elle m'a appelée, elle venait de trouver. C'était un problème avec l'adduction d'eau, qui ne voulait rien corriger parce que l'eau était objectivement potable, sauf qu'elle n'était plus... Elle n'était pas... Enfin bon, elle avait à peu près arrangé le truc. Elle était exsangue. Son premier sujet a été de trouver du capital pour recapitaliser sa petite entreprise. Puis, donc on va tourner encore. Voilà. Puis, pour faire du fromage, de lait, de brebis ou lait cru, il faut un lait d'extrêmement bonne qualité. Et pour le lait de très bonne qualité, c'était le premier problème qu'elle m'a posé. Elle avait beaucoup de mal à en obtenir parce que c'est une denrée rare. De plus, il a fallu renégocier le prix du lait et renégocier le prix du lait avec tous les bergers, tous les éleveurs rassemblés. Et là, juste avant et elle s'était dit qu'elle allait les recevoir en leur disant son intention de trouver un prix qui était bon pour eux, bon pour elle, enfin tout le discours, tout le bon discours. Et elle m'appelle en panique en me disant bon voilà, je les ai convoqués, tout ça, mais quand même quand il va être question de prix, ils vont tous être là à grogner en face de moi. Comment je fais ? Il a fallu construire comment faire pour que cette réunion se passe de manière bienveillante pour elle et bienveillante pour eux. La réunion a consisté essentiellement à ce que chacun mette ses critères sur la table. Et elle a été émerveillée d'avoir posé la question à ses éleveurs, quels sont vos critères ? Parce qu'il y en avait plein auxquels elle n'avait pas pensé et qui lui étaient complètement favorables. Elle ne savait pas tout le bien, en fait, qu'il pensait d'elle. Bref, elle re-signe et elle obtient un volume de lait record, ce qui montre que le contrat était bon, y compris du côté des éleveurs, parce qu'ils lui ont rapatrié d'autres éleveurs. Volume de lait record, puis en raisonnant toujours sur cette même croisée de force, sur les problèmes qu'elle rencontrait avec ses salariés. Elle rencontrait forcément, il y avait des problèmes avec les salariés. Salariés qu'elle pouvait pas s'offrir le luxe dont elle ne pouvait pas s'offrir le luxe de se séparer, parce que sur le Cosméjean, il y a 1,3 habitants au kilomètre carré. Vous perdez un salarié, vous ne le retrouvez pas sous le pas du cheval, même préhistorique. Productivité monte. La fiabilité de l'outil progresse atteint 80% en 4 ans.
La qualité s'élève de 45% en 4 ans. Elle produit des innovations à forte valeur ajoutée qui représentent 25% de son chiffre d'affaires. Elle gagne des nouveaux clients. Elle gagne des précommandes qui la rassurent. Et en 4 ans, elle a gagné en volume, en productivité, en qualité, en innovation, en effectif, en montant des salaires, en sérénité des salariés, en plénitude pour elle-même. Et c'est elle qui parle. C'est pas toujours facile de trouver une solution dans la stratégie de la bienveillance, mais une fois qu'elle est trouvée, c'est une évidence. Ça devient trop facile. Je reçois plus que ce que j'attendais et c'est une approche de l'abondance. Voilà, chiffre d'affaires plus 50% et bénéfice x 10. Donc cette bienveillance qu'on croit être une mollesse ou bien une incantation à la mode et souvent déplaisante, articulée avec la réciprocité, la clarté et la liberté d'innover, ce qui est une vraie exigence, fixe un cap qui est un cap de réussite, y compris sur le terrain de l'entreprise. C'est très loin. Bonjour, merci pour votre intervention. Comment vous placez la... Alors, je ne sais pas si c'est une théorie, mais les notions de valeur partagée entre parties prenantes? Chose qu'on fait souvent, nous, de notre côté, quand on analyse... Qui est nous, quand vous dites nous? On a une activité où on est amené à analyser des stratégies, des positionnements d'entreprise, etc. Et sur des business qu'on ne connaît pas forcément. Donc, à un moment donné, on fait un mapping des parties prenantes. Oui. Pour aller un peu plus loin, souvent, on analyse les valeurs partagées entre les parties prenantes qui ne sont pas qu'une question de pétrole contre nourriture. Hein. Voilà. En particulier avec des KOL ou des choses comme ça, des key opinion leaders qui peuvent rentrer dans le cadre de ces mappings de parties prenantes qui peuvent être importants dans certains business. Donc ça, c'est le premier point. Et par rapport à votre dernière histoire, je ferai bien le lien avec une intervention qu'avait fait Patrick il y a 20 ans sur la négociation raisonnée. Alors, les valeurs partagées. Les valeurs partagées. On peut toujours faire, partager les valeurs. Moi, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, honnêtement. Moi, je ne parle vraiment que pour moi. C'est-à-dire, chacun va déclarer les valeurs dont il se réclame. C'est quoi? Oui, alors, moi, j'ai aucun problème avec cette démarche, bien sûr, même si je ne vais pas appeler ça les valeurs, mais ça n'a aucune importance. Effectivement, pour arriver à trouver l'articulation de coopération, il y a soit de l'analyse, soit de la descente de pente, où ça arrive tout seul, mais enfin, c'est bien d'avoir réfléchi avant et de descendre la pente. Après, de quoi a-t-il besoin? Que j'ai qualité à lui apporter? Qu'est-ce qu'il a qualité à m'apporter dont j'ai besoin? C'est ça l'économie de la coopération. En sachant que parmi vos qualités, comme parmi les qualités de l'autre, il y a aussi toutes ces relations qui peuvent créer des tensions.
avec chaque articulation. Donc là, il faudrait faire quelque chose dans l'espace pour le représenter. Donc, bien sûr que pour la stratégie de la bienveillance, il s'agit de faire coopérer l'observation, la raison, la rencontre, avec des moments intuitifs qui peuvent être les moments de grâce, d'où va sortir la stèle d'Evan Gorkum au-dessus du mur. C'est Poincaré, le scientifique, qui disait pour réussir à résoudre un problème difficile, il faut s'attacher à le résoudre de manière rationnelle, et puis devant l'échec, partir se promener. Et là, attendre que ça tombe comme un fruit mûr. Donc il faut avoir bien travaillé le problème, et puis à un moment, ça tombe comme un fruit mûr. Donc il y a bien coopération entre le rationnel et l'intuitif. Est-ce qu'il y a une dernière question pour notre intervenante? Oui. Ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt une assertion qui est « pense à faire à autrui ce que tu aimerais qu'autrui pense à te faire ». Pense à faire à autrui ce que tu voudrais qu'autrui... Ce que tu aimerais qu'autrui fit pour toi. Alors oui et non. Puisque il y a des choses que autrui voudrait que je lui fisse, mais que je ne voudrais pas qu'il me fasse à moi. Donc ça peut être des choses différentes qu'on s'apporte. Mais sur le fond, oui, bien sûr. Mais attention, parce que moi j'aimerais bien avoir... je veux dire, on voudrait tous que ça nous tombe tout cuit dans le bec. C'est pas une raison pour faire tomber tout cuit dans le bec des autres, parce que ça va pas les élever non plus. Donc c'est pas si simple. Sauf si on est dans la bienveillance réciproque. Oui, mais tout le problème est dans votre « on ». Si l'un et l'autre sont dans la bienveillance réciproque, ça marche. Oui, c'est l'un et l'autre. Et oui, mais moi je pars de l'individu seul. Je me situe comme Anatole Rapoport, parce que, comme disait Rainer Maria Rilke, nous sommes seuls, il faut partir de là. C'est comme ça qu'on fait la rencontre pure. Donc qu'est-ce qui dépend de moi, qui va me permettre de faire cette rencontre pure, grâce à laquelle, effectivement, nous allons l'un et l'autre nous faire le meilleur. Je voudrais vous raconter une toute petite histoire d'un toute petite, le fabricant de ceintures, je t'en ai parlé. Oui, mais voilà. En 2 minutes, c'est jouable ou c'est 2 minutes, c'est jouable. Un fabricant de ceintures. Il y a un client qui est devenu majoritaire chez lui, très important. Plus le client est important, plus il devient exigeant en délai, en prix, en changement de commande. Les gars qui servent ce client dans l'entreprise commencent à se prendre pour des petits caïds, donc le truc commence à gangréner carrément l'intérieur de l'entreprise. Que peut faire notre fabricant de boucles de ceinture avec ce gros client qu'il ne peut pas virer, dont il a besoin et qui en même temps est en train de lui pourrir son entreprise? Il réunit tout le monde un beau matin, toute l'entreprise. Et il leur dit, je vous demande un très gros effort. Ne demandez jamais un petit effort entre nous. Demandez un gros effort. Bienveillant pour vous, bienveillant pour eux. Je vous demande un gros effort. Pendant 3 mois qui viennent, les 3 mois qui viennent, nous allons continuer de servir monsieur le gros client. Mais il ne vous a pas échappé que ce n'est pas dans ce sens-là qu'on a envie de se développer. Alors, pendant les 3 mois qui viennent, je vais vous demander en plus de bichonner tous nos petits clients adorables qu'on a tendance à délaisser parce que le gros nous prend la tête. Les gars ont dit banco. Ils l'ont fait. Au bout de 2 mois, un des petits clients adorables, touché par la façon dont il était traité, a recommandé le fabricant de boucles de ceinture à Hermès. Hermès, gros contrat, référence de rêve. Quand le gros client est venu une fois de plus, une fois de trop, dire « vous m'obéissez, sinon je m'en vais »,
est venu le jour où le fabricant a pu lui répondre faites. Et c'est alors qu'il s'est rendu compte que le gros méchant client n'avait aucun plan B. Il est resté, et il est resté sage. Il est redevenu sage. Ils avaient gagné, Hermès et d'autres références. C'était mieux que si le problème ne s'était pas posé. Merci Juliette.